RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 12h au Sénégal. C'est l'heure du grand journal. À la une de l'actualité, le dépôt des candidatures à la présidentielle du 25 février 2024. Guichet ouvert au Conseil constitutionnel. Nous serons en direct avec notre reporter sur place. Autre scrutin, les élections générales de représentativité des centrales syndicales. Plus de 315 000 travailleurs sont appelés aux urnes demain. En jeu, des places à la table de négociation sociale et des sièges de représentants au niveau national et au niveau international. Panne de la chaloupe Kumba Castel ce matin, le port évoque un dysfonctionnement de l'hélice. Signard et Moussa Ndoye appelés à la rescousse en attendant la livraison d'une nouvelle chaloupe. Et puis à suivre notre dossier du jour sur la fermeture des campus pédagogiques et sociaux de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au lendemain d'une pétition signé par plus de 160 enseignants pour la reprise des activités en présentiel. Et puis à la fin de cette édition, notre rubrique Point de vue sur les accusations, démenties et contre-accusations entre adversaires politiques à quelques 2 mois de l'élection présidentielle. Quel crédit donner à ces révélations et quelle suite judiciaire le cas échéant? À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Élection présidentielle du 25 février 2024, une phase importante du processus démarre ce lundi avec le dépôt des candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Nous y retrouvons tout de suite notre reporter Boubacar Diam, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Les premiers dossiers sont-ils arrivés au siège des sages, comme on les appelle? Pour le moment, on n'a pas vu de candidat entrer donc, au Conseil constitutionnel Souleymane. Nous sommes là depuis presque 3 heures, mais pas l'ombre d'un candidat déclaré ici devant le Conseil constitutionnel, parce que là déjà, ce que l'on peut dire, c'est l'aspect sécuritaire, parce qu'il y a une barrière ou bien un périmètre de sécurité qui est installé là avec des gendarmes et la police également. Mais concernant ces candidats dont vous venez de parler, on n'en a pas encore vu. Peut-être qu'ils seront là dans quelques heures ou bien tout de suite même, mais on n'en a pas encore vu. Alors, vous disiez donc qu'il y avait un dispositif sécuritaire. Est-ce qu'il y a un autre dispositif non sécuritaire qui est mis en place pour l'accueil et l'orientation d'éventuels candidats qui se présenteraient? Ce sont ces mêmes agents, les agents de police et de la gendarmerie donc, qui s'en chargent, parce que dès qu'un véhicule arrive, c'est eux donc, qui demandent aux propriétaires de bien se garer donc, pour céder le passage. À part ça, c'est bon, les journalistes à qui ils ont demandé de se mettre à 100 mètres du Conseil constitutionnel, parce que nous étions devant, mais actuellement on est à 100 mètres de l'entrée, mais on voit quand même tout ce qui se passe devant le Conseil constitutionnel. Merci Boubacar Dieng et bon courage. Autre scrutin, demain mardi auront lieu les élections de représentativité des centrales syndicales. Les syndicalistes sont prêts. La FGTSB et la CNTS Force du Changement se disent très confiantes, même si elles ont encore des choses à redire sur l'organisation de ces élections. Oumou Kalsoumli. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal se dit prête à inverser la tendance. Son secrétaire général, Mbalo Diacham, se dit très confiant, mais il veut des élections libres et transparentes. Nous pouvons même espérer prendre la première place, parce que les centrales qui ont occupé les premières places depuis 10 ans n'ont pas été à côté des travailleurs, n'ont pas protégé les travailleurs et n'ont pas défendu les populations. Bon, en tout cas, nos camarades sont engagés. Le reste maintenant, c'est l'administration du travail qui organise les élections, qui fera en sorte que les électeurs soient plus proches de leur lieu de vote, alors que la carte électorale par endroit pose problème. Parce qu'à chaque fois qu'il y a 100 on a droit à un bureau de vote. Alors parfois, il y a une concentration disons, qui n'est pas du tout normal si on regarde la carte électorale. Alors on voit maintenant des camarades de la FGTSB, donc faire en sorte que la mémoire de Sidi Aya soit perpétuée en allant à la première place, aux premières loges. Après avoir sillonné plusieurs localités du pays, la CNTS, Force du Changement, compte réaliser l'exploit de prendre la première place. Selon son secrétaire général, Cheikh Diop, il faut songer à donner plus de valeur aux élections de représentativité. On est très confiant et pour cette fois-ci, la CNTS Force du Changement compte bouleverser la hiérarchie syndicale qui a été pendant longtemps dominée par une polarisation que nous allons casser très certainement pour ces élections de représentativité. Il n'y a pas de doute que nous nous sommes renforcés dans tous les secteurs parce que la CNTS Force du Changement est la seule centrale qui a prouvé une certaine progression entre toutes les élections qui se sont organisées. Il faudrait quand même
qu'on s'attelle à mieux rendre visibles les élections. Il n'y a pas eu suffisamment de spots au niveau bien sûr, de l'institution de tutelle pour que les élections soient visibles. Mais il y a surtout des entreprises qui ont résisté vaille que vaille et refusé d'enregistrer malgré l'insistance des organisations syndicales et de l'administration. Et ça, c'est des éléments que l'administration doit tenir compte. Ces deux leaders syndicaux appellent les travailleurs à aller voter massivement demain. Allons à Saint-Louis où les travailleurs se mobilisent pour aller voter. Et demain, les syndicats sur place attendent surtout des changements dans plusieurs secteurs. Un reportage d'Ousseynou Diop. Cheikh Ahmadou Bamba Fall, travailleur au grand domaine du Sénégal, est prêt à aller voter demain. Inch'Allah, demain, je remplirai Inch'Allah ma mission et mon devoir d'aller voter. Moustapha Diop travaille à l'hôpital régional. Il n'attend que le jour du scrutin pour voter en faveur de son syndicat. On mobilise les gens pour qu'ils aillent voter demain massivement. Pour Cheikh Bamba Fall, militant de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal, dirigé par le secrétaire général Ibrahima Sarr, ces élections représentent un moment important pour les travailleurs. Il attend surtout la résolution définitive du barème agricole qui tarde à voir le jour. Vous avez dit qu'ils vont régler le barème agricole. À nos jours, rien n'a été réglé parce que ces élections sont déterminantes pour la suite logique des mouvements centrales. Dans le domaine de la santé, Moustapha Diop, le représentant de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal B, dirigé par Malo Diakam, souhaite un changement radical dans tous les domaines. On attend à ce que les gens votent pour le changement, élisent des centrales qui vont être là pour les travailleurs. Après plusieurs jours de campagne, les syndicats seront départagés demain à l'issue du vote de représentativité. Des moments forts pour les travailleurs de Saint-Louis qui comptent aller massivement dans les lieux de vote pour accomplir leur devoir syndical. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Toujours au sujet de ces élections de représentativité des centrales syndicales, à quelques heures du scrutin, le ministère du Travail rassure, tout est fin prêt pour un bon déroulement du vote. Le matériel électoral est dans tous les lieux et centres de vote. Plus de 300 000 travailleurs sont appelés aux urnes pour élire les centrales qui doivent les représenter dans les instances tripartites. Là-dessus, le chef de la division des négociations et des relations professionnelles au ministère du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, Alioune Fall, était l'invité de RFM Matin. En matière d'élection, il y a d'abord toutes les questions qui tournent autour du fichier. Donc ce fichier-là qu'on s'est employé à établir depuis des mois avec une période principale d'inscription et une période contentieuse qui permettait de mettre dans les listes électorales les travailleurs qui avaient été omis au départ. Donc après le fichier, il y a les candidatures. Donc aujourd'hui, on compte 12 centrales syndicales qui sont en liste. Et après, il y a aussi le matériel électoral qui est actuellement dans tous les lieux et centres de vote. Et enfin, nous avons ce qu'on peut appeler cette cohérence territoriale qu'il faut trouver entre le lieu de vote du travailleur et son lieu d'emploi. Donc aujourd'hui, dans tous les départements, la polarisation est faite, les feuilles d'émargement sont disponibles, le matériel électoral est disponible. Il ne reste plus que les travailleurs se déplacent massivement demain pour participer à ce scrutin. 12 centrales en liste, plus de 316 000 travailleurs qui sont appelés à voter, plus de 1015 bureaux de vote sur tout le territoire national avec une avancée particulière en termes de collecte des travailleurs parce qu'il faut le rappeler, cette année on a pu dématérialiser le système d'inscription, donc les employeurs n'avaient pas à envoyer des listes physiques, donc on avait mis en place une plateforme qui permettait de recueillir l'ensemble des listes qui proviennent des entreprises sans pour autant qu'il y ait besoin de se déplacer. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. 12h09. Depuis 2 jours, le quartier de la Médina est confronté à une pénurie d'eau. Les populations vivent un véritable calvaire pour trouver ce liquide précieux. Reportage signé Abdullah Hindour. Le liquide précieux est en manque ici à la Médina depuis 2 jours. C'est un véritable calvaire que vivent les habitants du quartier. Maman Aïcha Diallo est assise sur une chaise. Plusieurs bouteilles d'eau vide sont posées devant elle en attendant d'être remplies. La vieille dame exprime son amertume. Depuis hier, on voyait de petites gouttes d'eau qui tombaient des robinets et ce matin, les robinets sont totalement fermés. Et ce matin, il n'y a presque plus la moindre goutte d'eau. C'est difficile car ils ne communiquent pas. Parfois, ils sortent un communiqué sans pour autant fermer les robinets. Sinon, on aurait dû réserver
un peu d'eau. Des jeunes conduisent un chariot contenant de bouteilles d'eau bien remplies. Ils disent que les coupures sont pas récurrentes dans le quartier. La société Sen'Eau est interpellée. Les populations demandent que ce problème soit réglé dans les meilleurs délais. Cette pénurie d'eau est due à un problème au niveau d'une conduite principale de la Sen'Eau selon la société d'eau, mais un retour à la normale est attendu dans la soirée. Adama Ndiaye est la directrice territoriale par intérim de Dakar. Dakar Ville, plus précisément. Elle est avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous avons des perturbations depuis hier dimanche parce que l'une de nos conduites principales qui alimente Point E, Fan Résidence, Fan Oc et une partie de la Médina et Point E a été cassée par l'entreprise Enan Chine. Donc, vu l'environnement un peu difficile, parce qu'il y a beaucoup de câbles Senelec, ils travaillent sur l'assainissement, il y a de l'eau usée. Donc, vous voyez les conditions très difficiles pour réparer. Donc, depuis hier, nos équipes sont d'arrache-pied sur le point pour réparer et jusque-là, la réparation se poursuit. Donc, c'est ce qui a causé ces perturbations parce que nous avons arrêté pour réparer. Mais les équipes sont là-bas et nous allons remettre dans la soirée si nous terminons les travaux. Donc, des dispositions aujourd'hui sont prises pour mettre des citernes dans la zone des hôpitaux, notamment Point E, Fan et Médina, pour les soulager en attendant que nous terminions les travaux de réparation. Et puis, dans nos précédentes éditions, nous vous parlions de ce manque d'eau à Pekes, dans la région de Thiès. Après le sit-in des habitants de 13 villages de la localité, Aquatec apporte la réplique. Selon le directeur général de la société, Aquatec ne gère plus le forage depuis avril 2021. Il accuse par ailleurs les comités villageois d'avoir détourné plus de 100 millions de francs CFA. Ansou Niabali est avec Cheikh Anta Diop. Aquatec Sénégal étant délégataire de services publics, le contrat de fermage qui nous lie avec l'État du Sénégal à travers le FOR stipule qu'Aquatec est la seule à pouvoir faire la production, la distribution et la facturation des recettes issues de la vente de l'eau. Ces gens qui se sont octroyés le droit de prendre le forage depuis avril 2021 ont reçu une mise en demeure de la part de l'Aquatec au mois de novembre 2023. Donc aujourd'hui, c'est une mise en demeure qu'on leur a servi et cette mise en demeure-là a eu une ampliation au niveau des autorités locales pour un traitement judiciaire de la chose. Puisqu'ils ont reçu ça, donc ils sont en train d'essayer de faire un peu de diversion pour une manipulation de la masse, ce qui ne passera pas. Au niveau de Pekes, ce qu'on leur reproche, c'est une gestion, une facturation, une distribution à la place d'Aquatec depuis avril 2021 à ce jour, ce qui fait 30 mois. Quand on a évalué le préjudice, c'est à peu près 160 millions de francs qu'ils ont à travers, et ces 160 millions, ce sont des deniers publics. N'ayant pas le droit de manier ces deniers publics-là, il y a un détournement de deniers publics qu'on leur reproche et pour nous, le traitement judiciaire, il va falloir que la justice s'empare de cette chose-là, ce qui est en train d'être fait. Et le cas de Pekes n'est pas un cas isolé. Nous avons fait la passation de service depuis le 31 décembre 2020. Aquatec a signé sa part, l'OFOR l'a signé, l'ex-président du GIE a signé. Donc depuis cette date-là, le forage devait être sous la gestion d'Aquatec. Matinée difficile pour les habitués de la liaison maritime Dakar-Gorée. Le trafic est perturbé après la nouvelle panne de la chaloupe ce matin. Une nouvelle panne, de la chaloupe ce matin. À l'embarcadère, c'est la désolation. Les usagers ne comprennent pas ces pannes récurrentes. Un reportage signé Mamadou Sy. À l'embarcadère du port, les guichets sont fermés. Ce n'est pas le grand rush. Des usagers attendent patiemment la reprise de la rotation de la chaloupe tombée en panne. Amad Ndiaye, qui doit rejoindre son poste à Gorée, est bloqué. Si la chaloupe est arrêtée, il n'y a pas d'activité parce qu'il n'y a aucun moyen de transport qui nous amène jusqu'à Gorée. C'est une journée perdue. Au niveau de l'embarcadère même, les agents, quand tu t'approches d'eux, ils ne te donnent pas la vraie information. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'ils cachent. Amadou Lamine, venu accompagner de son frère et de sa belle-sœur au menu de son programme, une visite à Gorée, mais il devra attendre lui aussi. On est venu le matin pour visiter l'île et il s'est trouvé que la chaloupe est en panne. C'est quelque chose qu'on déplore, du fait qu'on est en plein année scolaire, un lundi, en pleine période tourisme. On est tous là bloqués, c'est quelque chose qu'on déplore. La chaloupe qui relie Dakar à Gorée tombait en panne dans la nuit du dimanche à lundi pour des problèmes techniques. Quelques habitants de Gorée seulement ont pu quitter l'île par leurs moyens et par le biais de quelques bonnes volontés. Alioune, habitant de l'île. Il n'y a pas de chaloupe, la chaloupe elle est en panne, c'est une toute petite chaloupe. Et
prend les passagers par 20 personnes. Alors il y a eu la vedette de M. le maire et de bonne volonté qui ont pris leur vedette pour amener les enfants d'abord pour aller à l'école et après ils ont pris les travailleurs d'abord et après les autres. Il y a un paquebot qui est venu qui a amené des touristes. C'est vrai qu'il faut les mettre à l'aise. Cette vedette présidentielle pouvait servir de navette pour les Goréens. C'est la énième fois à l'espace de quelques mois que la chaloupe tombe en panne. En attendant une solution, les quelques Sénégalais qui vivent à Gorée sont bloqués à l'île sans parler des visiteurs. Gorée accueille au moins 4 000 à 5 000 visiteurs par jour. La direction générale du port autonome de Dakar explique cette situation par une panne de l'hélice de la chaloupe Kumba Castel. Selon un des responsables de la communication de la société, 2 autres chaloupes ont été mises en circulation pour assurer la continuité du service. Abdou Karim Diarra annonce l'arrivée d'une nouvelle chaloupe pour bientôt. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. La chaloupe Kumba Castel qui relie Dakar-Gorée a eu un incident technique hier vers 1h du matin. Et pour parler plus simplement, en fait, l'hélice de la chaloupe a été prise dans un gros filet. Les filets de pêcheurs dans la zone, l'hélice, une fois, ça a créé un incident technique qui a abouti à l'arrêt de la chaloupe Kumba Castel. La direction technique, à travers les services techniques du port, ont pris en charge l'incident et les équipes techniques sont actuellement sur le bateau, sur la chaloupe pour la réparer et la remettre au niveau de la desserte de Dakar-Gorée. Mais néanmoins, le service continue. Il n'y a jamais de rupture de continuité du service puisque la direction générale a été informée. Donc, à travers les services de la direction technique du port, la direction générale a mis à la disposition de la desserte de Dakar-Gorée 2 navires. 2 chaloupes qui sont dénommées Tignard et l'autre Moussandoy pour la continuité du service. Donc, il n'y a eu jamais de rupture par rapport à la continuité du service. Tout le processus est lancé et bien en marche et puis sous peu de temps, nous allons accueillir cette nouvelle chaloupe-là pour une chaloupe plus moderne, plus puissante pour Dakar-Gorée, la liaison Dakar-Gorée. À 12h17, le reste de l'actualité. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le taux d'abandon de 27% en 2002 annoncé par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Moussa Baldé. Réaction, le secrétaire général du Sud-Est de l'UCAD parle de manipulation. Dr Ndene Mbodj dit douter de la fiabilité des chiffres avancés par le ministre. Selon lui, s'il y a abandon, c'est parce que ce sont il y a les offres de formation qui n'attirent plus. Dr Ndene Mbodj, secrétaire général de la section Sud-Est de l'UCAD, au téléphone avec Ibrahima Djamé. Je doute des raisons qui ont été avancées pour dire que X% des étudiants décrochent parce qu'ils trouvent rudes les conditions d'apprentissage en présentiel. Ça, je crois que c'est archi faux. Donc, il faut qu'on nous avance d'autres raisons plus convaincantes. Moi, je suis persuadé que s'il y a décrochage, ce décrochage est massif, mais c'est parce que le ministère de l'enseignement supérieur, y compris leur programme pour l'enseignement supérieur, n'attire plus ou ne séduise plus. Moi, je pense que la raison la plus évidente, si nous constatons aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays-là, dans toutes les universités du monde, malgré les conflits, malgré les guerres, malgré tout, les populations font tout pour que l'université ne soit pas fermée. Évidemment, mais si on ferme une université, les étudiants vont voir ailleurs, parce que les étudiants, c'est l'avenir de la nation. Donc c'est un peu quelque chose de trompe-œil ou bien de la manipulation que nous avançons, que les étudiants décrochent parce que les conditions d'enseignement sont rudes. L'université de Dakar n'a pas été créée en 2023. C'est une vieille université de 57. Donc il faut qu'on arrête la manipulation. Si on ne peut pas, on n'a qu'à dire qu'on ne peut pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, vous le savez, 168 enseignants de l'université Cheikh Anta Diop ont signé une pétition pour la réouverture de l'espace pédagogique, une nécessité pour eux car beaucoup de temps est perdu et pratiquement toutes les salles de cours et les autres amphithéâtres sont fonctionnels. Il est hors de question pour le corps enseignant que certains étudiants fassent cours sous escorte policière au détriment des autres. Les étudiants, pour leur part, ne demandaient que cela, un coup de pouce.
Dossier du jour réalisé par Nafissa Toussila. Il faut un forcing pour la reprise des cours en présentiel à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le motif avancé, entre autres, comme quoi les salles de cours ne sont pas disponibles est battu en brèche par le corps enseignant, signataire de la pétition. Professeur Yankoba Seydi, membre du conseil académique. Il faut simplement demander aux étudiants de revenir. Le campus est là, il n'y a pas d'amphi, il y a un problème. Il n'y a que le chapitre de la fac de droit, parce que là aussi il y a beaucoup d'exagération. Il n'y a que le chapitre de la fac de droit qui est incendié en dehors maintenant des salles du CESTIS, la salle Eugénie Rokhaya Aw et la Kassoy. Tous les autres amphis et toutes les salles de cours sont intactes. Il n'y a pas de problème. Cependant, le veto du recteur persiste. Mais le recteur, il est qui pour mettre son veto? Le recteur, il est membre du conseil comme nous, c'est lui qui préside. Mais il ne peut pas mettre un veto. C'est ça qui n'est pas sérieux. Le recteur est qui pour faire ça? Il c'est un enseignant comme nous. Il ne peut pas y mettre son veto. Mais on ne peut pas aussi, du jour au lendemain, que les étudiants viennent tout bonnement intégrer les... Mais pourquoi on ne peut pas? Parce que il n'y a pas de... Rien ne s'y oppose. Les étudiants, les salles sont prêtes depuis longtemps. Les amphis sont prêts depuis longtemps. Le campus est là, les enseignants sont là. Personne ne bouge. Tout le monde est là. Et pourtant, certaines facultés ou écoles dispensent des cours en présentiel. Pour le professeur Yankoba Seydi, ce n'est pas normal. Des dispositions sécuritaires peuvent être prises pour la reprise des cours. Si on peut mettre les forces de l'ordre pour empêcher que les étudiants reviennent, c'est que c'est la catastrophe. Ça veut dire que les conditions de sécurité dont on parlait, ça veut dire qu'ils ont les moyens de mettre la sécurité. C'est que les établissements qui sont en train de faire cours actuellement, mais ils font ces cours-là sous escorte policière. Parce que justement, le recteur a peur que les autres étudiants soient mécontents de cette double discours. On ne doit pas l'accepter. Toute l'université doit résister. Personne n'a le droit d'être complice d'une telle situation. Les étudiants, eux, sont emballés par cette pétition et se disent prêts à unir leurs forces. Alain Kane, président de l'amicale des étudiants de la faculté des lettres. Nous ne ferons que magnifier leur posture. Et vraiment, à chaque fois, nous, de notre côté, nous sommes toujours disponibles à collaborer pour la réouverture de l'université. Parce que tout ce qui nous intéresse actuellement, c'est la réouverture de l'université, afin qu'on puisse sauver notre année universitaire. Parce qu'actuellement, les étudiants sont confus, les étudiants n'ont plus d'espoir, parce que tout simplement, leur avenir est en train d'être hypothéqué par les autorités universitaires. Nous sommes prêts vraiment à joindre notre force avec les enseignants. Cette situation inédite dure depuis 7 mois à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et les enseignants signataires de cette pétition imputent la responsabilité au recteur Amadou Alimbaye. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Mali, fin de ce lundi de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. La mission de l'ONU a officiellement clos 10 ans de déploiement au Mali. Cérémonie symbolique ce matin au désormais ex-QG de la MINUSMA à Bamako. La MINUSMA a descendu le drapeau des Nations Unies sur son quartier général proche de l'aéroport de la capitale Bamako. La cérémonie de ce matin marque symboliquement la fin de la mission, selon la porte-parole de la MINUSMA qui s'est confiée à l'agence France. Certains de ces éléments sont encore sur place. La fermeture met fin à un engagement commencé en 2013 face à la propagation de violences qui menaçaient la stabilité du Mali. Elles ont depuis gagné le centre du pays et les voisins sahéliens du Burkina Faso et du Niger, faisant des milliers de morts civils et combattants et déplaçant des millions de personnes, avec plus de 180 membres tués dans des actes hostiles essentiellement perpétrés par les groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. La MINUSMA est la mission de paix de l'ONU la plus durement touchée ces dernières années. Ses effectifs ont tourné autour de 15 000 soldats et policiers venus d'une multitude de pays. Malgré les pertes humaines et un engagement financier considérable, la MINUSMA a fait l'objet de vives critiques d'une partie des Maliens qui dénonçaient son incapacité à juguler la crise. Outre Bamako, il reste à la MINUSMA à fermer les sites de Gao, Tombouctou, où sera menée après le 1er janvier ce que l'ONU appelle la liquidation de la mission. Il s'agira par exemple de remettre aux autorités les derniers équipements devant l'être ou de mettre fin aux contrats existants. Venons-en maintenant à la crise au Soudan. Les généraux Al-Burhan et Hamdan Daglo acceptent de se rencontrer. Une annonce de l'IGAD à l'issue d'un sommet extraordinaire à Djibouti. L'organisation régionale de la Corne de l'Afrique réussit là où Washington et Riyad ont échoué. Les deux hommes doivent se rencontrer sous 15 jours. Au Soudan, toujours une attaque contre un convoi humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge fait 2 morts et 7 blessés à Khartoum. Parmi les blessés figurent
figurent 3 membres du CICR. Selon un communiqué du CICR, le convoi composé de 3 véhicules du CICR et de 3 bus devait évacuer plus d'une centaine de civils vulnérables de Khartoum vers Ouad Madani lorsqu'il a été attaqué à son entrée dans la zone d'évacuation. En Mauritanie, les enseignants en grève pour 9 jours à compter de ce lundi. Un mouvement d'humeur pour exiger de meilleures conditions de travail. Plus de détails avec Mohamed Diop à Nouakchott. CIPES, FGTE, SLEM et APM sont les 4 syndicats mauritaniens de l'enseignement du fondamental et du secondaire qui lancent cette grève de 9 jours. Ils réclament des primes, l'attribution de terrains de logement pour les enseignants, mais surtout la révision des salaires. Djibril Aboulo, professeur de lycée. Le salaire déjà d'un professeur en Mauritanie, c'est le revenu d'une seule personne. C'est-à-dire quand tu as ta femme, tu ne peux pas résoudre ces problèmes correctement. S'il y a des enfants, tu ne peux pas les éduquer correctement. Donc tu ne peux pas même les amener dans certains accords, mais assumer quand même l'ensemble de ces dépenses qui vous reviennent en tant que père de famille. C'est impossible. Le salaire mensuel brut d'environ 225 € et les 171 € de primes sont loin de satisfaire l'enseignant. Beaucoup de professeurs sont contraints de quitter la Mauritanie pour aller ailleurs, faire les États-Unis, passant par le Nicaragua. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, donc ils savent vraiment que ce salaire ne peut pas subvenir à leurs besoins. Dans un communiqué, les grévistes annoncent une série de manifestations devant les représentations du ministère de l'Éducation nationale avec un arrêt des cours sur l'étendue du territoire national. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. En Mauritanie, toujours, le Parlement, les marchés, les écoles, les professions libérales ont suspendu leurs activités en soutien au peuple palestinien de Gaza. C'est en réponse à l'appel du Hamas à une mobilisation générale ce lundi. La guerre au Proche-Orient, justement, la bande de Gaza est le théâtre ce lundi, théâtre sanglant de raids aériens israéliens et d'intenses combats après que les menaces du Hamas de ne pas libérer vivants sans négociation les otages qu'il détient. L'armée israélienne a indiqué que quelques 100 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre en cours dans la bande de Gaza. D'après le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir à Gaza, près de 18 000 personnes, des Palestiniens, ont été tués par les frappes israéliennes. Merci Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes. Quel crédit donner aux révélations, accusations et contre-accusations entre adversaires politiques à quelques 2 mois de l'élection présidentielle et quelle suite judiciaire donner à ces accusations souvent très graves, le cas échéant? Débat avec nos 2 intervenants du jour, le docteur Malao Kanté, analyste politique et enseignant dans les universités publiques et privées, et le docteur Abdoukhadr Sanoko, analyste politique et enseignant-chercheur. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Basketball, Gorgui Sy-Dieng quitte les parquets. Pour de bon, il a décidé de mettre fin à sa carrière internationale et de se reconvertir dans l'encadrement des jeunes joueurs. Annonce qui a été faite ce week-end. Sodacham revient sur le parcours de l'homme, mais également sur les perspectives qui s'offrent à lui. Drafté en 2013 à la NBA, l'international sénégalais raccroche 10 ans après une annonce que Gorgui Sy-Dieng avait déjà faite, mais il l'a officialisé ce week-end. Le directeur technique national revient sur la retraite du désormais ex-capitaine des Lions, Raoul Toupane. Nous respectons sa décision. Il a eu à faire une carrière très remplie et maintenant avec le poids de l'âge, la pression et tout ça, il a décidé de lui-même d'arrêter le basket. Il a décidé aussi de commun accord avec la direction des San Antonio Spurs de rejoindre le front office. Ainsi, il va s'améliorer. Ainsi, la reconversion de Gorgui Sy-Dieng est... Gorgui Sy-Dieng ne sera plus sur le parquet, mais reste dans les parages. L'ancien capitaine du Sénégal se voit confier le rôle de représentant des opérations basket à San Antonio. Le journaliste Ouri Diallo trouve que c'est bien mérité. 10 ans de carrière en NBA, c'est pas donné à n'importe quel sportif. Jouer dans 3 franchises, c'est une très bonne chose. Je pense que si aujourd'hui on lui donne des responsabilités, c'est parce que aussi c'est quelqu'un en qui on fait confiance. Les dirigeants des Spurs
comptent sur lui, savent qu'il peut apporter. Être confié à une star, une pépite du basket mondial, c'est de grosses responsabilités également. Je pense qu'il peut apporter de l'expérience aux jeunes Français, Mbayama. Pour le Sénégal, Gorgui Sidien raccroche ses baskets sans pour autant être champion d'Afrique. Mais dans le futur, peut-être qu'il le sera en tant que dirigeant, puisqu'il est actuellement premier vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball. Autre discipline certainement beaucoup moins populaire, le badminton. La fédération se renforce. Avec l'apport et l'aide de la Fédération internationale de badminton, une session de formation a réuni les acteurs de cette discipline du Sénégal, mais également de 9 autres pays pour bien préparer les différentes compétitions. Du matériel didactique a été également offert à la Fédération pour mieux promouvoir le badminton à l'intérieur du pays. Antoine Djandi, président de la Fédération sénégalaise de badminton. Suivant le plan stratégique de la Fédération sénégalaise de badminton, 2 sessions de formation ont été faites ici au Sénégal avec 9 pays invités, et ces formations en administration et en gestion des événements vont nous permettre de mieux administrer, de mieux concevoir nos activités et surtout de nous préparer en vue des joutes de 2026. Il est important de noter que la Fédération mondiale nous a doté de 4 tapis aux normes internationales de badminton et 30 kits scolaires équivalent à 600 raquettes, près de 2000 volants et surtout des filets. Ce matériel va nous permettre de sillonner le pays et surtout de donner l'opportunité, la possibilité aussi à chaque enfant où il se trouve de pratiquer le badminton. Alors nous entendons démocratiser, c'est pour cela que nous avons changé de paradigme, que cette nouvelle discipline soit accessible à tous, qu'il ne soit pas l'apanage seulement de l'élite. Handball pour finir, le Sénégal joue pour l'honneur la dernière rencontre à la Coupe du Monde. Ce sera tout à l'heure face à l'équipe du Cameroun chez les filles. Suleiman. Duel entre Lyon. Merci beaucoup, Malal Junior Gagne. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, les accusations de Maître Moussa Diop contre Macky Sall, Mimran et Aly Ngouille Ndiaye sur une exploitation de diamants. Un mot pour qualifier la révélation de Maître Moussa Diop, Bës Bi Le Jour choisit le qualificatif explosif avec l'exclamation au bout. L'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk cite le chef de l'État Aly Ngouille Ndiaye et Jean-Claude Mimran dans l'attribution d'un contrat d'exploitation d'une mine de diamants, documents confidentiels à l'appui. Le candidat déclaré à la prochaine présidentielle a demandé à être entendu par la justice. Le journal constate que ces révélations interviennent quelques jours seulement après les accusations de financement présumé d'Ousmane Sonko par des lobbies qataris. Vox Populi parle alors de week-end de galgal politique petit piège entre politiciens, mais Aly Ngouille Ndiaye a répondu, il dément les allégations infondées contre sa personne et l'existence des lettres correspondances en question. Cela reflète selon lui le degré d'ignorance et de la légèreté d'un homme qui aspire à diriger un pays. Fin des citations. Dans le même journal, l'ancien directeur des mines parle de contre-vérité. Le diamant n'est pas exploité dans la zone nord où il n'y a pas de roche diamantifère. La société citée dans la lettre de Maître Moussa Diop est inconnue du registre des titres miniers du Sénégal, a soutenu encore l'ancien directeur des mines. Le quotidien parle alors de faux diamants de Maître Moussa Diop. Commentaire de sucré salé du même journal. Il y a les diamants de Bokassa. Il y a eu aussi les diamants du sang. Aujourd'hui, il y a les diamants de Maître Moussa Diop. Dans l'histoire du pays, du Sénégal donc, c'est la première fois que l'on entend une exploitation de ces pierres précieuses dans notre pays. L'ex-DG de Dakar Dem Dikk peut éblouir le Sénégal dans une telle histoire, se demande le journal. Peut-il éblouir le Sénégal dans une telle histoire? Ne serait-il pas tombé dans une mauvaise mine? En tout cas, il a brandi ses preuves pour montrer qu'il détient un lourd dossier. La justice devrait donc faire le reste sans que l'on crie au règlement de compte personnel après qu'il a refait surface dans le monde politique après des mois dans l'ombre des autres candidats à la présidentielle. En attendant d'en savoir davantage, place nette à la passe d'armes entre Cheikh Yérim Seck et Tariq Ramadan. C'est sur l'argent qatari, les 20 millions de dollars, 12 milliards qu'aurait reçu Ousmane Sonko. Le journal Enquête relève qu'ils ont animé ce week-end la polémique, dénonçant un discours fantaisiste et des constructions médiatiques. L'islamologue s'est d'abord demandé dans une vidéo virale si l'on voit aujourd'hui un seul pays africain où le Qatar développe une politique non alignée sur celle de la France. En Algérie,
Syrie et en Libye. Plus précisément, on voit clairement que les politiques de la France et du Qatar sont alignés, insiste le petit-fils d'Hassan El-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans. Poursuivant son propos, l'université juge qu'au Sénégal on fait mentir ce journal, allusion au canard enchaîné, car on lui a fait dire ce qu'il n'a pas dit. On a aussi dit que je serai la courroie de transmission. Dans la foulée, il prévient qu'il traduira en justice toute femme ou tout homme qui entretiendrait cette rumeur. Fin de citation. La réaction de Cheikh Yérim Seck ne s'est pas fait attendre. Le journaliste est avec son confrère Madiambal Diagne, directeur de publication du journal Le Quotidien, l'un des principaux relais médiatiques de l'accusation de financement occulte des activités politiques du leader de l'EC-PASTEF porté par le député Matar Diop. De quoi vous vous mêlez, Tariq Ramadan? Qui vous a sonné? Vous sentez-vous morveux? A répliqué Cheikh Yérim dans un post repris par plusieurs sites d'information. Dans mon propos sur l'argent qatari, explique Cheikh Yérim, je n'ai nulle part évoqué votre nom ni celui de l'organisation qualifiée de terroriste fondée par votre grand-père, pas pour le moment en tout cas. Il avertit que dans un avenir proche, il situera le rôle précis de chaque personne et de chaque pays dans ce complot international pour déstabiliser le Sénégal qui a lamentablement échoué. Fin de citation. À la une du journal Les Échos, 168 professeurs d'université qui exigent la réouverture de l'UCAD. Ils demandent la réouverture de l'université de Dakar et une reprise des cours en présentiel. C'est parce que les conséquences de cette fermeture sont dramatiques et réduction drastique du quantum horaire, baisse du niveau des étudiants, diplôme insuffisamment qualifié. Fin de citation. Dans le journal Source A, Mamadou Ibra Kane, chef de file de demain, c'est maintenant, et Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar, qui se retrouvent dans un même hôtel en France. Coïncidence ou concordance, se demande le journal. Le confrère note que le patron de demain, c'est maintenant, a séjourné ce week-end dans le même hôtel Prince de Galles en France, où a logé le candidat de Benno Bokk Yakaar. Dans un costume bleu et écharpe blanche autour du cou, Mamadou Ibra Kane s'est même photographié avec des femmes de la mouvance présidentielle venues du meeting organisé en Asnières-sur-Seine en l'honneur d'Amadou Ba, relève encore le confrère. Bon lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler des accusations démenties, contre-accusations entre adversaires politiques à quelques 2 mois de l'élection présidentielle. Dernière en date, cette affaire de diamant, dans laquelle les noms de Aly Ngouille Ndiaye, du président Macky Sall et de Jean-Claude Mimran ont été évoqués. Avant cela, c'était des milliards qu'aurait reçu Ousmane Sonko de la part du Qatar. Quel crédit donner à ces révélations et quelle suite judiciaire le cas échéant? Nous tentons de répondre à ces questions avec nos 2 intervenants du jour. J'ai nommé le docteur Malaw Kanté, analyste politique et enseignant dans les universités publiques et privées. Monsieur docteur Kanté, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nia. Nous sommes également avec le docteur Abdou Khadre Sanoko, analyste politique et enseignant-chercheur. Docteur Sanoko, bonjour. Bonjour, Souleymane. On commence avec Malaw Kanté. Comment comprendre justement qu'à la veille de chaque élection, on ait des affirmations de ce type? Je rappelle que quelques années auparavant, c'était de l'argent venu de Taïwan, c'était des financements occultes venus d'autres pays. Est-ce une fatalité? Doit-on s'accommoder de cela ou y a-t-il un moyen de limiter l'impact de ce genre de situation sur l'issue du processus électoral et notamment de l'élection elle-même? Oui. Alors, permettez-moi, M. Nian, d'abord de saluer vos auditeurs et surtout de saluer mon collègue, le professeur Sanago. Voilà, donc, comme vous l'avez dit, pratiquement, il faut savoir que nous sommes en pré-campagne. Et tout ceci, si vous regardez très très bien, ce n'est pas du nouveau. Et ça ressemble plus à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du marketing politique. Donc, c'est une vieille stratégie, c'est une vieille méthode utilisée en politique depuis pratiquement très longtemps. Et ce n'est pas qu'ici au Sénégal. Un peu partout dans le monde, effectivement, on voit très souvent en période pré-campagne des méthodes pratiquement de ce genre. Chirac a eu pratiquement la même chose avec la mairie de Paris. Vous l'avez aussi entendu dernièrement, le président Sarkozy, avec le dossier libyen, entre autres. Et même ici au Sénégal, pour ne pas prendre peut-être le cas, le cas à l'étranger, si nous venons ici au Sénégal, nous avons vu également que c'est une méthode qui a toujours été utilisée par les politiciens. En 2011, Macky Sall lui-même, il a été victime de ça, entre autres par le régime effectivement de Wade.
Idriss Seck aussi, on l'avait accusé avec pratiquement les chantiers de Thiès, etc. Alors, il faut savoir que l'objectif est très clair. Quand les politiciens utilisent en général effectivement ce genre ces méthodes, d'abord, il y a plusieurs objectifs. Il faut d'abord surtout ternir l'image effectivement de l'adversaire ou du président candidat très souvent, mais également créer un doute. Mais surtout au niveau de la population, les gens effectivement vont se poser des questions. Certains voudront savoir, d'autres, peut-être les moins prudents, vont aller jusqu'à fustiger ou tout simplement dénigrer tel ou tel homme politique. Alors, l'autre objectif aussi également qu'on peut citer, c'est surtout le fait de faire l'actualité. Parce qu'à défaut d'avoir un programme solide, à défaut de pouvoir être présent sur la scène médiatique ou politique de façon générale, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, la meilleure façon d'entrer effectivement dans le débat public ou dans l'espace public d'une certaine façon, c'est de jeter un pavé dans la mare, comme on dit. Exactement. Alors, justement, docteur Abdoukhadre... Juste peut-être pour finir, vous me permettez, M. Nia, et c'est ça d'ailleurs qui a fait la notoriété aujourd'hui et la popularité du président Ousmane Sonko, pour ne prendre que son cas. Donc c'est avec des accusations. D'autres aussi l'ont fait pratiquement à d'autres époques ou effectivement à d'autres endroits, et on voit que ça paye toujours. Alors, docteur Abdoukhadre Sanoko, quelles peuvent être les conséquences? Quel est l'impact de ce genre de pratique, pour ainsi dire, si tant est que ce soit de la manipulation, hein, parce qu'il faudrait aussi, d'où la question, quel crédit donner à ces affirmations, à ces assertions. Mais après avoir répondu à cette question-là, c'est si elle s'avère ou non, hein, quel impact cela peut avoir sur l'électorat, sur l'issue du vote? Donc, bonjour Souleymane, je rends les mêmes civilités au collègue Kanté. Un grand plaisir de vous retrouver aussi et faire un grand coucou à vos auditeurs et auditrices. En fait, pour répondre à la question, je crois que visiblement, il faut appeler chat par chat. C'est de la pure manipulation parce que ça faisait partie de manière très claire des agendas tracés, contenus au niveau des gibecières des hommes politiques. Et j'en veux par preuve. Pourquoi depuis ce temps-là, on n'attend que maintenant et dans ce contexte précis pour pouvoir sortir ce genre de choses. Et le drame maintenant, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, avant de parler peut-être d'incidence sur le vote ou quoi que ce soit, c'est la manière aujourd'hui d'apprécier et de percevoir aujourd'hui l'environnement politique. Aujourd'hui, il me semble que sans pour autant s'en rendre compte, les gens sont en train de décrédibiliser de manière générale l'espace et le champ politique. Parce que figurez-vous que ce genre de pratiques-là vont pousser les uns et les autres à se dire qu'ils sont tous les mêmes et il ne faudrait pas les prendre au sérieux. Ça sape le moral. Et ça sape le moral. Et le danger, ça peut même, si vous voulez, décourager les citoyens à avoir la possibilité de faire un choix. Parce que l'objectif, je crois que M. Kanté l'a brossé, c'est juste d'exister politiquement. Et pour moi, la meilleure façon d'exister dans ce contexte préélectoral, c'est d'aller voir les Sénégalais et de leur proposer un programme alléchant. Maintenant, il est clair que si vous avez des choses à dire, vous connaissez surtout que pour certains, c'est des hommes de droit, mais ils connaissent, n'est-ce pas, les circuits et les procédés par lesquels passer pour pouvoir un peu accuser tel ou tel autre. Vous pensez qu'au lieu de porter presse, il faudrait peut-être saisir la justice par les voies normales quand on a des preuves? Mais c'est beaucoup plus responsable. Peut-être que même ils ont les preuves. Mais en vérité, il y a d'autres intentions et d'autres objectifs saugrenus que les hommes politiques, surtout nous réservent dans ces contextes, n'est-ce pas, de préélection. Et pour moi, en tout cas, l'attitude la mieux responsable aurait voulu, visiblement, de réclamer même un débat. Ça peut même ne pas être devant les juridictions, mais de réclamer un débat civilisé, politique, où on va beaucoup plus surfer sur les principes et sur les phénomènes. Mais on a comme l'impression que ce genre d'attitude, c'est des projets très bien nourris pour calomnier, pour décrédibiliser. Et attention, ça peut aussi avoir le revers aussi de la médaille, parce qu'on peut avoir comme l'impression que on a peur de tel candidat et de tel autre candidat, et le meilleur moyen d'avancer sûrement, c'est d'éliminer certains pour se positionner au niveau de l'espace. Et ça, les dernières élections municipales l'ont démontré. N'est-ce pas? Avec tout le respect que je dois au PASTEF, rappelez-vous, avec le mouvement d'Abdourahmane Diouf et de Thierno Alassane Sall, M. Ousmane Sonko était sorti pour dire
Tous ces gens-là, en fait, c'est des candidats de Macky Sall. Finalement, effectivement, ça a eu un impact assez négatif sur leur électorat et ils n'ont même pas pu décrocher qu'un seul député au niveau de l'Assemblée. Donc c'est sciemment fait, c'est pour éliminer certains, c'est pour aussi avancer et pourquoi pas même certainement pour protéger d'autres candidats et de manière pas du tout officielle. Dernier tour de table pour ainsi dire. Quel garde-fou pour éviter de se faire manipuler, mais également quel mécanisme pour s'assurer que quand les allégations sont avérées, qu'un traitement adéquat, notamment au niveau de la justice, est apporté. Docteur Malaw Kanté. Oui, monsieur Dian. Alors, il faut savoir, bien entendu, hein, c'est pas très facile, parce que normalement, c'est la justice qui doit décider en dernière instance. Quand on assiste à des accusations de ce genre, etc., en général, normalement, dans un pays démocratique, hein, en général, c'est la justice qui doit dire le dernier mot. Alors, malheureusement, il se trouve que dans nos pays... Y compris par autosaisine. On parlait tout à l'heure de plainte, mais la justice peut également s'autosaisir. Oui. Exactement. Voilà, le procureur ou en tout cas effectivement, les responsables... comment ça s'appelle encore le procureur le procureur en particulier. En particulier, oui. Voilà, tout à fait. Alors, maintenant, c'est assez compliqué. Parce que, malheureusement, dans nos pays, pays africains, mais pas que d'ailleurs, pas que dans les pays africains, de toute façon, même en France, on a vu effectivement, d'une certaine façon, le pouvoir des politiques, en tout cas des politiciens, effectivement, sur la justice. Je vous ai cité tout à l'heure le cas de Jacques Chirac, avec la mairie de Paris, quand on l'avait accusé. Il y avait un juge à l'époque qui avait décidé de prendre ses responsabilités, le juge Alphen, pour faire des enquêtes. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sanctionné par le ministère, pour vous dire. Donc, on voit que même dans les pays démocratiques, cela pose problème. Donc, pour avoir effectivement des garde-fous dans nos pays, c'est encore beaucoup plus alambiqué. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a toujours quand même des magistrats responsables dans ce pays et que le mieux, c'est d'abord de pouvoir créer un débat public sur ce genre d'accusations, demander aux politiciens ou aux personnes justement qui accusent d'apporter des preuves, pourquoi pas dans le cadre d'un débat public comme vous le faites très souvent dans vos chaînes, mais également l'autre solution, ce que je considère comme étant la solution finale, c'est vraiment la justice. Merci. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Je dois poser une dernière question au docteur Abdoukadre Sanoko en vous donnant rendez-vous, docteur Malaw Kanté, dans la version Wolof de ce débat où vous pourrez apporter des développements supplémentaires. Même question donc au docteur Abdoukadre Sanoko. Quel garde-fou, mais également quel mécanisme pour que les gens qui sont porteurs d'accusations avérées ne soient pas découragés par justement les menaces et autres? C'est tellement simple, c'est de replacer au cœur de ce jeu politique-là l'Assemblée nationale. Il faudrait, dans ce cas de figure, déclencher très rapidement une commission d'enquête parlementaire et que les députés puissent y voir clair et certainement aussi inviter, en tout cas les ministères qui avaient en charge ce genre de questions et essayer d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Parce qu'ils constituent les premiers représentants des citoyens au sein de cette séparation des pouvoirs. Donc ils sont les seuls habilités à pouvoir nous en dire davantage. Avant maintenant peut-être certainement que les choses aboutissent sur les tables des hautes juridictions. Mais comme que c'est des questions politiques et qu'à l'Assemblée nationale c'est là où se déroule le débat purement politique, j'appelle les parlementaires à créer le plus rapidement possible une commission allant dans le sens d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Merci Abdoukadre Sanoko, merci Malaw Kanté. Comme je le disais tout à l'heure, on vous retrouve dans moins d'une heure maintenant pour la version Wolof de ce débat fort passionnant. À 12h48, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef, Elhadj Ndiogou Diène, chef d'édition Anna Rocha, à la mise en onde